Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, sujet qui pique. Sujet qui pique. Euh, Nous allons parler du climat. Et parce qu'on vous le dit, c'est important le climat, vu que le climat change, le climat va peut-être tous nous tuer, hein, c'est les fameux scénarios de l'effondrement. Je faisais un tour en librairie il y a quelques jours, vous avez plusieurs livres, les 7 scénarios, les 10 scénarios, les 12 scénarios. Donc voilà, la grève des scénaristes à Hollywood fait qu'il n'y a plus un seul scénario dans dans les salles obscures, mais il y a des scénarios de l'effondrement plein vos librairies. Donc jetez-vous dessus. Euh, je je ne m'attaque pas aux théoriciens de l'effondrement, ils ont un rôle prospectif et disons, de mise en situation. Les simulations sont un fait scientifique que nous utilisons dans le monde de la sécurité intérieure et de la défense. Je dis juste que parfois, il ne faut pas que ça tourne à chéri, fais-moi peur. Donc, j'ai décidé d'inviter quelqu'un que je voulais inviter depuis longtemps. Et ça a fait tiquer certains d'entre vous, mais je maintiens, qui est François Gervais. François Gervais, bonjour. Bonjour. Comme j'estime que vous et la part de communauté scientifique que vous représentez et qui a les mêmes opinions que vous fait l'objet d'un effacement structurel des médias, j'ai décidé de vous inviter, sachant que moi je ne suis pas de formation de sciences dures et que je rêverais de vous faire dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec vous, mais qui est de votre spécialité. Le problème, c'est que ça ne se bouscule pas au portillon. Donc, et je n'aime pas cette nouvelle règle médiatique qui est que quand on n'a pas de co-débatteur, on n'invite pas. Donc, j'estime que ce n'est pas parce que personne ne veut vous répondre que vous n'avez pas le droit à la parole. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai demandé cet entretien, que vous avez eu la délicatesse d'accepter. Premièrement, je vais vous demander de revenir sur votre carrière scientifique si vous le voulez bien. Alors, pendant longtemps, j'ai été chercheur au CNRS, euh, directeur de recherche au CNRS. J'étais sous-directeur d'un laboratoire propre du CNRS. Et puis, comme j'aime enseigner, j'ai sauté le pas. J'ai candidaté professeur des universités. Ma candidature a été acceptée. Et donc, en tant que professeur des universités, j'ai pris ma retraite en 2012 après 44 années de cotisation, je précise. Et depuis, évidemment, j'étais directeur d'un laboratoire que j'avais fondé à l'université de Tours. Et quand j'ai pris ma retraite, effectivement, j'ai retrouvé des espaces de liberté que je n'avais pas trop avant. Diriger un laboratoire, c'est pas une sinécure, c'est vraiment du plein temps. Je commençais en général à 4 heures de matin. Donc j'ai retrouvé des espaces de liberté et j'ai eu la curiosité de lire le quatrième rapport du GIEC, le AR4. Le GIEC, je précise quand même, on ne sait jamais, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le mot expert n'existe pas dans le terme anglais IPCC, mais il est rajouté dans la version française. Bon. Et donc, lisant, je croyais comme tout le monde ce qu'on entendait, mais lisant ce rapport du GIEC, j'ai eu la surprise de voir que ne figurait pas, alors ce qui est, pardonnez-moi, je vais être un petit peu technique, mais c'est mon fonds de commerce, ne figurait pas ce qu'on appelle le spectre infrarouge de l'atmosphère. Et c'est très dommage parce que dans le spectre infrarouge de l'atmosphère, on voit les vibrations de tout ce qui est gaz dit à effet de serre. C'est le principal, c'est la vapeur d'eau. Derrière arrive le dioxyde de carbone, le CO2, et puis ensuite il y a le méthane, le CH4, etc. Il n'y avait pas le spectre. Comme j'étais jeune retraité, j'ai candidaté pour être expert reviewer, c'est comme ça qu'ils l'appellent, du rapport suivant, le AR5. Il fallait donner 5 publications justifiées comme un scientifique. Pareil.
puisque j'avais que l'embarras du choix, je devais en avoir 200 publications à l'époque, c'était pas difficile. Et en particulier, les trois quarts traitaient justement de spectrométrie infrarouge. J'ai candidaté, ma candidature a été retenue, j'ai donc été accrédité, et évidemment, à chaque fois, pour chaque rapport, chaque expert reviewer fait deux rapports, un sur le premier brouillon, first order draft, et un sur le second brouillon, second order draft. Dans le premier, puis dans le second, parce que rien n'avait changé, j'ai recommandé qu'on mette le spectre infrarouge de l'atmosphère. Dans le rapport final, il n'y figure pas. Ah. J'y suis venu comme ça. Et donc, j'ai 4 articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture, justement qui traitent du spectre infrarouge du CO2, mais pas que. Une qui a été publiée dans l'International Journal of Modern Physics, c'est en 2014. Une autre en 2016 dans Earth Science Reviews. Une troisième dans Science of Climate Change. Je crois que tout le monde comprend, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et la dernière, avec 36 co-auteurs de différents pays, dans une revue qui s'appelle Climate, et qui insiste en particulier sur un effet important, qui est ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. On constate effectivement que c'est vrai, pendant la canicule en 2003, à Paris, dans le centre de Paris, il y avait 5 degrés de plus que dans la périphérie. Alors, ça, c'est l'effet d'îlot de chaleur urbain. Bon, je vous laisse poser les questions parce que je veux pas être trop technique non plus. Non, non, mais c'est 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 très bien et n'ayez pas peur si vous devez entrer dans la technique parce qu'il y a une part de vulgarisation qui est nécessaire, mais au-dessous de laquelle on ne peut pas aller. Ça, je le vois dans les affaires de défense. Sinon, après, vous avez toujours un petit malin de sous-journaliste fact-checker qui dit: «Vous êtes allé trop vite là parce que» et il vous siffle en état d'ivresse idéologique. Donc, Mais les heu, fact-checkers peuvent vérifier mes publications. voilà, Et oui, je les oui. encourage à les lire, en plus. Oui, encore Alors, faut-il bien qu'ils évidemment, puissent les lire. j'écris aussi des ouvrages en français, parce que lire une publication scientifique en anglais, c'est pas forcément évident. Donc, j'essaie de faire un petit peu de vulgarisation. Mmh. J'ai toujours fait, hein, je travaillais dans l'association qui est la diffusion de la culture scientifique dans ma région, la région Centre. Donc, j'aime ça, donc la vulgarisation scientifique, bien justement, bien volontiers. Il y a Et donc, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'écris quelques ouvrages qui essayent d'expliquer en langage qui soit pas trop difficile à suivre, sans éluder l'aspect technique qui est toujours là, y compris des spectres infrarouges. Oui, il y en a dans tous les ouvrages. qui sont Donc, d'ailleurs en lien sous cette vidéo en description. Pour ceux qui voudraient se reporter au texte, il faut toujours se reporter au texte. Je vais devoir vous poser une question parce que, c'est normal dans le débat actuel et particulièrement depuis ce que nous avons vécu depuis 4 5 ans, où les conditions du débat public se sont fortement dégradées, dans un pays où déjà elles étaient abîmées depuis plusieurs décennies. C'est la question du conflit d'intérêts. Avez-vous un lien quelconque avec un groupe de pression ou une entreprise qui aimerait voir invalider les théories du GIEC ou les théories dites du réchauffement climatique anthropique? c'est ce que j'écris à la fin de chaque bouquin. Je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt. Je vis uniquement de mon. Je suis retraité. J'ai une retraite de professeur des universités, c'est parfait. Et je n'ai absolument aucun lien en particulier, ni privé, ni professionnel. J'ai jamais eu de lien professionnel avec, on va dire, les entreprises qui extraient ou commercialisent des combustibles fossiles. Bien. Donc, En revanche, mmh, dans le cadre de mes activités au laboratoire, nous travaillions sur ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Mais ça, c'est pas vilipendé, Dieu merci. voilà. Mais non, non, mais
Je préfère vous la poser, je pose ça à tous mes invités. Quand c'est un sujet qui pique, ça évite les arguments ad hominem pour lesquels j'ai pas une grande affection. Maintenant, on va entrer dans le fond du débat. Par rapport à votre dernier ouvrage, donc publié chez L'Artilleur, aux courageuses éditions de L'Artilleur. Je vais vous poser sur vos travaux sur l'angle de cet ouvrage, mais c'est plus vaste, 3 questions. Quels sont les résultats de vos recherches? Comment y êtes-vous parvenu? Et si ces recherches sont validées, qu'est-ce que ça implique par rapport aux politiques environnementales et énergétiques que, les occidentaux de manière générale, les Européens de l'Ouest en particulier, et c'est la France qui m'intéresse, heu, ont entrepris ces dernières années? Alors, la première chose que je voudrais souligner, c'est que je ne nie absolument pas que le climat change, et pour une bonne raison, c'est qu'il change tout le temps, hein, c'est pas nouveau. Si on regarde les mesures faites par le plus ancien thermomètre du monde, le thermomètre Central England, qui, comme son nom l'indique, se trouve en Angleterre, on le bouge pas surtout. Il montre donc deux choses. D'abord, des fluctuations de température autour d'une moyenne. Les fluctuations qu'il y avait, donc il mesure depuis 365 ans, hein, les fluctuations de température autour de la moyenne sont les mêmes maintenant que ce qu'elles étaient il y a 365 ans. Donc quand on parle du dérèglement climatique, c'est un poncif qui ne veut absolument rien dire. En revanche, la moyenne de la température mesurée depuis 365 ans a effectivement augmenté. Ça, c'est tout à fait, je confirme. Alors, quel est le rôle, alors, toujours en reprenant le spectre infrarouge de l'atmosphère, quel est le rôle du CO2 là-dedans? Il n'est pas nul, j'insiste, il n'est pas nul, il y a un effet. Et cet effet est, alors ça dépend si on considère que toute l'évolution du CO2 dans l'atmosphère est uniquement liée à la combustion de ressources fossiles, ou s'il y a une part qui est naturelle. Il y a une part qui vraisemblablement est naturelle quand on regarde l'augmentation annuelle mesurée à l'observatoire de Mauna Loa de la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration américaine. Eh bien, en 1992, l'augmentation n'a été que un demi-millionième, alors qu'en 1998, elle a été de 3 millionièmes. Donc, par rapport à millionième de la proportion totale dans l'air, bien sûr. Donc là, il y a un problème, parce que les émissions en 92 et les émissions en 98 étaient à peu près les mêmes. Et pourtant, l'augmentation dans l'atmosphère n'a été que de 1 demi-millionième en 92 et de 3 millionièmes en 98. Les fact-checkers peuvent vérifier tout ça. Il suffit d'aller sur le site de la NOAA, de faire CO2 et on a les chiffres. Donc là, toute l'augmentation du CO2 n'est pas forcément liée uniquement aux émissions fossiles. Mais supposons, prenons l'augmentation complète depuis 175 ans avec, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais tout ça c'est écrit dans mes bouquins si ça intéresse ceux qui veulent approfondir, et dans mes publications. Depuis 175 ans, on peut incriminer, si la totalité de l'augmentation était liée aux émissions, on peut incriminer le CO2 pour une augmentation de température de 0,4 degrés depuis 175 ans. Voilà la culpabilité maximale du CO2 si la totalité de l'augmentation est due aux émissions. Mais on peut en douter parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Quand on compare les émissions, quand on compare les augmentations annuelles, ça ne colle pas. J'ai été clair là? Très bien. Donc, le alors ça
implique donc quelque chose, c'est que si le CO2 est soit mou à culpabilité réduite, soit en partie innocent, ça implique que les politiques drastiques de réduction de CO2, qui sont aujourd'hui devenues l'alpha et l'oméga de toute politique environnementale, n'auront qu'un impact limité. Ridiculement faible, même, j'ajouterais, ridiculement faible, parce que quels sont les principaux émetteurs? Le principal émetteur, c'est la Chine, suivi des États-Unis. Mmh. Le troisième, c'est l'Inde, et le quatrième, c'est la Russie. À eux quatre, ils représentent 60% des émissions de CO2 dans l'atmosphère. À eux quatre, 60%. La France, c'est même pas 1%. C'est même pas 1%. Donc, on disait 0,4 degrés maximum de culpabilité du CO2 depuis 175 ans. Mmh. Alors, rendez-vous compte de, du caractère parfaitement minime de tout ce qu'on peut faire, ou pas faire d'ailleurs, parce que ça ne changera rien. Mmh. Parce que, alors, la question, c'est, là, par contre, c'est si il n'y a pas, d'impact décisif de ces politiques. 2 questions. La première, c'est, il n'y a pas, comment dire? Il n'y a jamais de politique neutre. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gagnants, il y a toujours des perdants. Les gagnants, on voit à peu près qui c'est. Le perdant, dans le cas présent, c'est le contribuable qui va devenir le contribuable utilisateur. Parce que, il va payer comme contribuable et comme possesseur de voitures individuelles, il va payer comme contribuable et comme possesseur de logement, et cetera. Très bien. Donc les perdants, on voit qui c'est, les gagnants, on voit à peu près qui c'est. La question, c'est devant c'est pourquoi face à des chiffres comme cela, pourquoi ça tient pour vous? Pourquoi le Je prends narratif le tient? chiffre pour la France cette fois-ci, hein, puisqu'on on a vu que la France n'est même pas responsable d'1% des émissions mondiales. Et donc, on peut faire le petit calcul à partir du spectre infrarouge. Oui, la France va contribuer à un réchauffement de la planète d'ici 2050 de 1/10 de degré. Pardon. Oh là là, lapsus révélateur. 1 millième de degré, pardon. Mmh. 1/10 de degré, c'est l'ensemble du monde. Mais la France, puisque c'est 1/100, c'est 1 millième de degré. Et le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, qui est sorti en mai l'année dernière, dit qu'il faudrait dépenser 67 milliards par an pour décarboner la France. 67 milliards par an pour éviter 1 millième de degré d'ici 2050. J'y vois une certaine disproportion dans ces chiffres. 67 milliards, c'est Par an. par an. C'est ce qui veut 1 dire. millième de degré d'ici 2050, donc il y a 25 années d'ici. Vous vous rendez compte de ce que ça fait chaque année? Ah bah, c'est très simple, hein, 67 milliards, Ça fait beaucoup de zéros derrière la virgule. c'est plus d'une fois et demie En l'impôt degrés. sur le revenu, donc le c'est fabuleux. C'est là, pour le coup, et c'est là, par rapport à nos auditeurs, que quoi que vous pensiez du fait en lui-même, je vous demande d'en prendre la gravité, parce que ne serait-ce qu'en termes de gaspillage d'argent public et de ce qui suit, ensuite, c'est-à-dire l'endettement, la saignée d'endettement, puisque la dette, ça sert à vendre des biens publics, c'est avant tout à ça que ça sert. Et j'ai fait La charge de la dette, on peut ajouter la charge de la la dette, charge de la dette. Si vous bien voulez, sûr. c'est là, pour le coup, on se rapproche de nos vieux violons dingues, vu que j'avais écrit un ouvrage sur l'histoire de la dette, il y a une dizaine d'années. Donc le si vous voulez, on est face quand même à un sujet qui devient sérieux par ses, si vous voulez, par ses implications. Ensuite, on vous répondra, c'est ce que j'appellerais, par assonance avec
un terme anglais, un terme britannique électoral, Fear Project, donc le projet peur. On vous dira 67 milliards, c'est rien si l'humanité risque une extinction à cause des questions climatiques. Euh, Non, mais attendez, 1 milliard de degrés d'ici 2050. Quand on regarde en France, entre la température par un bel été bien chaud et la température bien glaciale au cœur de l'hiver, il y a 50 degrés d'écart. Il y a mm, 50 degrés d'écart couramment en France, entre le plus froid et le plus chaud. mm, La végétation, les animaux, ils s'en tirent très bien, la preuve, ils sont toujours là. Et il y a même certains de nos concitoyens qui en profitent pour aller faire du ski par des températures négatives et ensuite vont prendre des vacances sous les tropiques. Bon, donc, je veux dire, là encore, il y a une disproportion mm, entre les chiffres de température qu'on nous annonce et mm. la réalité que tout le monde vit au quotidien. Oui, si vous voulez, le, comment dire, à un moment, même je pense, scientifiquement démontrable que on fait pas de bonne science sous la terreur. Donc, à Tout un à fait. moment, faut c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous inviter. C'est un moment, euh, il faut éviter de faire surréagir les populations par la trouille, parce que ça, en sciences du comportement, ça porte un nom, ça s'appelle du dressage. Donc, Oui, ça s'appelle crier au loup. Et puis voilà. on voit ensuite la suite. Mais, mais vous, par rapport justement au fait d'avoir travaillé donc sur les relectures de rapports par rapport au GIEC, comment vous voyez évoluer la communauté scientifique depuis le moment où vous avez travaillé sur ces questions jusqu'à maintenant? Parce que moi, ce qui est sidérant quand on n'appartient pas à la dite communauté, quand on regarde ça comme analyste des réseaux d'information, ce que je suis par rapport à l'œil serait sécurité intérieure qu'est le mien. Donc le climat, pour moi, c'est une affaire sécuritaire comme une autre. Donc, ou une variable sécuritaire comme une autre, c'est que beaucoup de scientifiques entendent disons, maintenir le caractère univoque du discours. Si vous voulez, il y a, il y a beaucoup de scientifiques procureurs sur ce dossier-là. Donc, pour vous, comment la communauté scientifique en France et à l'étranger évolue-t-elle sur ce dossier-là ces dernières années? Alors, je vais parler de la France, Hmm. puisqu'on est quand même intéressé au premier chef. J'ai commencé ma thèse de doctorat d'État, une thèse de troisième cycle, il y a 55 ans. J'étais dans un laboratoire propre du CNRS. On avait les moyens de travailler. On n'avait pas à aller chercher de l'argent pour travailler. Le système de financement de la recherche en France, en 55 ans, est beaucoup évolué pour copier un peu ce qui se passait, disons, aux États-Unis, pour faire simple. Mhm. C'est-à-dire que maintenant, dans mon laboratoire, le 98% du budget de fonctionnement du laboratoire, ce sont les chercheurs qui vont chercher de l'argent par concours. Concours auprès de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, concours pour avoir des crédits européens, et même dans certaines régions, auprès de la région qui peut financer des projets. Dans le cadre d'une prolifération depuis un an ou deux de COP régionales. De COP régionales. Autrement dit, ce sont les pouvoirs publics au sens large qui choisissent les thèmes prioritaires. Mhm. Et les chercheurs, comme ils ont besoin d'argent pour travailler, eh ben, ils font des demandes sur la seule possibilité, c'est-à-dire les thèmes prioritaires. Mhm. Et c'est là qu'il y a un vrai problème. Je ne leur jette pas la pierre, hein, parce Non, non, qu'ils ont non, 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 besoin. C'est ça le mais problème. il faut comprendre. Ils n'ont pas le choix. Oui, oui, bien sûr, mais c'est le, le, le problème. Là, on en vient à ma toute dernière question.
si on fait une revue de détail des prises de position des États et des agences internationales d'information, donc Reuters, AFP et autres, depuis les années 70, on se rend compte qu'il y a eu, à peu près tous les 15 ans, un thème obsessionnel. Le refroidissement climatique, qu'on a beaucoup Oui. oublié, mais qui a été obsessionnel. Les fameuses pluies acides, moi quand j'étais gamin, c'était Captain Planet obligatoire à la télé, les pluies acides qui allaient tous nous tuer. Bon, les pluies acides a plu. Et puis on peut Le... ajouter le bouquin de Paul Ehrlich, The Population Bomb, Oui, bien sûr. qui a vraiment La fameuse bombe P. exactement. Alors, il avait raison sur un point, c'est qu'effectivement, depuis, la population de la Terre est fortement augmentée. C'est vrai, Mhm. elle a plus que doublé, c'est vrai. Mais pour autant, on se nourrit mieux aujourd'hui, entre parenthèses, pour partie grâce au CO2, parce qu'il ne faut pas oublier tout de même, ça je tiens tout de même à le souligner, un tiers de nos émissions sert à enrichir la végétation. La végétation a expressément besoin du CO2, elle s'en nourrit. Et c'est une nécessité irremplaçable et absolument impérative. Grâce à cela, un tiers de nos émissions enrichit la végétation, en particulier les plantes nutritives. Donc c'est un bien de ce point de vue-là. Ça, je tiens toujours à le souligner, Oui, parce oui, que non, mais c'est un peu c'est oublié très par les important. médias, ça. Le- Et le trou dans la couche d'ozone, on l'oubliait, mais ça aussi, ça devait tous nous tuer. Moi, je me rappelle de cours à l'école, j'étais relativement petit, je suis de 86. Donc, j'étais assez jeune à ce moment-là, et c'était, voilà, les rayons solaires passeront à travers, et malheureusement, une partie de l'humanité, ou l'humanité tout entière, je ne me rappelle plus, disparaîtra. Et donc, on nous disait, on nous faisait expliquer doctement que pour les petits enfants que nous étions, il fallait sauver le trou dans la couche d'ozone, sinon on allait tous mourir. Bon, très bien. Et aujourd'hui, le réchauffement. Euh, pour vous, comment ça va, comment, si vous voulez, on ne peut pas maintenir un degré de stress sur des populations, si vous voulez, par exemple, si on prend la totalité des populations occidentales, il y a 350 millions d'Américains, 500 millions de gens qui appartiennent dans les différents pays européens, donc grosso modo avec les dépendances australiennes et quelques autres. Donc on est à 1 milliard de personnes en fourchette haute. On on peut pas les maintenir dans la même peur millénariste pendant, là ça fait à peu près 20 ans, ils vont pas tenir 20 ans de plus. Si vous voulez, comment pour vous cette crise va se terminer? C'est-à-dire comment Je ne ça suis peut pas se terminer prophète pour et vous? je me garde bien de l'être. Mmh. Il y a de quoi être, allez, je vais utiliser le mot, atterré devant cette peur injustifiée. Injustifiée. Mmh. Alors, j'en ai parlé, j'étais invité par des entreprises françaises, dont certaines importantes, et c'était une rencontre avec ceux qui s'occupent de l'environnement au sein des entreprises. Ils ont très peur, parce que les 67 milliards par an, il n'y a pas que le contribuable qui va les payer. Eux vont être taxés aussi. Ah bah oui! Ah bah oui. Ah bah oui! Ah bah oui. Le le si vous voulez, pour pas être exagérément polémique, j'emploierai pas le si vous voulez, je ne dis pas que notre situation s'y apparente. Je fais, un pas de côté sur un domaine que je connais, d'accord? Il est assez fréquent quand on fait de la sécurité intérieure que quelqu'un surévalue une menace et vende, c'est le système du virus informatique, hein, et vende au pouvoir public, c'était par exemple que les fameuses caméras à tout faire, on a fait, la
On a surchargé les villes européennes, particulièrement une ville comme Londres ou comme Paris, de caméras. Résultat, la criminalité n'a pas baissé, Mmh. hein, tout simplement parce qu'il faut des gens pour les regarder, il faut des systèmes pour identifier la personne et que quand vous avez quelqu'un de masqué qui vole un sac à main, comme il y aura pas de suite, vous l'avez juste filmé en train de voler le sac à main. Bon, donc la seule chose, c'est que ça a rajouté le prix de la caméra. Bon, le je ne dis pas que la situation climatique s'apparente à ça. Je dis juste que et c'est pour ça que je vous ai invité, je voudrais que les gens se rendent compte de la masse d'argent qui est en train de partir. C'est une masse d'argent que nous ne contrôlons pas, donc on ne sait pas dans quelles mains elle termine et je suis pas sûr que ce soit sain que des masses d'argent public terminent dans des mains inconnues. Ce n'est pas sain pour le maintien des systèmes démocratiques, car je le rappelle, les systèmes démocratiques sont nés, entre autres, du contrôle budgétaire, hein. Mmh. C'est le premier fondement des parlements. Donc voilà, mais si vous voulez, enfin, je vous pose une ultime question. Si jamais, courroucé par cette vidéo, un de vos collègues proposait un débat sur les questions de fond par rapport à vos travaux, l'accepteriez-vous? Bien évidemment. J'ai déjà débattu 3 fois, par exemple, avec Jean Jouzel. Mmh? Bien sûr. À chaque fois qu'il y a une opportunité pour un débat, oui, bien volontiers. C'est même mieux que cela. C'est la plupart du temps, ceux qui organisent et souhaitent un débat, que j'accepte bien volontiers, hein. C'est en général ceux qui sont sollicités pour me porter la contradiction, qui refusent, qui Mmh? refusent. Alors, ben, évidemment, on ne peut pas débattre si on n'est pas deux, hein. Oui, voilà, mais donc voilà, en tout cas, l'invitation est lancée. François Gervais, je vous remercie. Tous les liens vers vos ouvrages publiés pour les derniers aux éditions de l'Artilleur, que nous remercions de leur courage et de nos liens réciproques. Chers amis du Cercle Aristote, si vous voulez nous aider, si vous voulez adhérer, si vous voulez vous abonner, si vous voulez suivre notre revue trimestrielle ou nos publications, tout est en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à tous bon courage et je vous dis à très vite. Encore merci à notre invité du jour. Merci de votre Merci beaucoup. invitation. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.